poursuit cette discussion de marché avec Juliette Declercq, donc je le rappelle, à nos côtés en plateau, présidente et fondatrice de JDI Research. Juliette, how bad is it ? À ce stade, on est le 16 mars, une semaine après le déclenchement des événements, avec une accumulation alors de situations bancaires effectivement qui présentent peut-être pas de lien de causalité direct entre la mauvaise gestion du bilan du risque de taux dans une banque hype comme SVB, la situation de Crédit Suisse qui est pas une situation nouvelle pour quiconque s'intéresse quand même à la situation du secteur bancaire en Europe depuis quelques années. Néanmoins, cette accumulation entretient l'idée d'un malaise global grandissant chez les investisseurs. Alors, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui sur les banques, que ce soit aux États-Unis, SVB ou Crédit Suisse, c'est plus le symptôme de ce qui a été en fait voulu par les banques centrales. C'est-à-dire qu'on a un problème d'inflation aujourd'hui. Et on a aussi énormément d'incertitudes sur le paradigme macroéconomique de post-Covid. Mm-hmm. Quand je veux dire incertitude, c'est-à-dire que les banques centrales, les acteurs financiers n'ont aucune idée du taux d'équilibre qui pourrait rétablir des niveaux d'inflation en ligne avec les targets, environ à 2%. Donc, ce qui se passe, c'est que les banques centrales, l'an dernier, se sont entêtées, pour de bonnes raisons, à continuer à augmenter les taux régulièrement. Et le problème, en fait, c'est qu'avec les politiques monétaires, c'est que ça ne se passe pas. L'effet sur l'économie réelle arrive toujours beaucoup plus tard que le jour où les taux sont augmentés. Il y a un moment d'inertie qui peut être plus ou moins long. Et à un moment, vous dites, le choc arrive avec son plein effet d'un seul coup. Voilà, donc il ne se passe rien et tout d'un coup, il se passe tout. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on avait des courbes bancaires qui étaient artificiellement toujours quantifiées grâce aux déposites qui n'étaient pas rémunérés. Et ça, c'était vrai aux États-Unis. C'est vrai aussi en Europe. Tout le monde a remarqué que malgré le fait que les taux soient au-dessus de 3%, on ne reçoit toujours rien sur les déposites. Donc, en fait, les banques avaient ce système d'argent gratuit où elles pouvaient prêter vraiment à des taux beaucoup plus élevés que ce qu'on a vécu les 20 dernières années, avec des déposites gratuits. Et le problème, c'est que ce modèle s'est complètement écroulé avec SVB la semaine dernière, où on commence à voir les déposites qui s'en vont, qui bougent vers l'obligataire. Et en fait, le problème, c'est que ça casse le modèle bancaire traditionnel. Si ma banque me rémunère pas, alors que je suis son créancier, quand je dépose de l'argent sur le compte de la banque, je vais aller prendre de la rémunération à court terme sur les marchés obligataires. Voilà, exactement. Ce qui veut dire que ce qui casse complètement le modèle de rentabilité bancaire. Et pour les banques, j'aime bien le modèle de Peter Pan, c'est-à-dire que c'est la fée dans Peter Pan. Il faut que tout le monde y croit, sinon elle meurt. Et c'est un peu ça aussi dans le système bancaire, c'est-à-dire que si on n'y croit plus, il y a vraiment un risque d'écroulement. Alors moi, que ce soit Crédit Suisse ou n'importe quelle banque, je ne suis pas... j'ai pas peur qu'une grosse banque s'écroule. Je pense que de la liquidité, il y en aura. Le problème, c'est le prix de la liquidité et le modèle de rentabilité bancaire qui fait qu'on va avoir un énorme credit crunch à un moment. Et donc, tout va se passer probablement maintenant. Donc, moi, je me suis vraiment mis en mode crash sur action. Je pense qu'il faut acheter du yen, je pense qu'il faut acheter du dollar et évidemment de l'obligation aussi. Ça veut dire que d'une certaine manière, et sans rejouer le scénario Lehman, je crois qu'aujourd'hui dans le monde, plus aucun régulateur, banquier central ou ministre des Finances n'a envie de contempler une situation à la Lehman. Mais vous dites qu'il n'y aura pas besoin d'aller à ce genre d'événement ou de faillite systémique, il n'y en aura pas. Mais par contre... La confiance s'est évaporée d'une certaine manière, le modèle est cassé, et donc le coût du crédit pour les ménages, pour les entreprises, va de toute façon se durcir quoi qu'il arrive. Et le modèle est cassé parce qu'on a de l'inflation. C'est-à-dire que pour retrouver un modèle bancaire qui permet
d'augmenter les influx de crédit. Il faudrait retrouver des pentes, des courbes pente-pied, ce qui n'est pas possible tant qu'on n'a pas géré l'inflation. À mon avis, aux US, on n'est pas loin d'avoir géré l'inflation. On a vraiment eu une vague d'inflation et là, on est vraiment à la fin de la vague d'inflation. C'est-à-dire, quand je parle de vague d'inflation, je parle de... on a d'abord les matières premières, ensuite le prix des biens et ensuite le prix des services. Et le mécanisme, c'est un mécanisme de regain de profitabilité pour les entreprises et regain de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Ça, aux États-Unis, je pense vraiment qu'on est à la fin. Le niveau d'inflation sur les services a rattrapé le niveau d'inflation sur les biens. Donc, je pense qu'on va bientôt à équilibre. Et si on regarde en fait l'inflation aux États-Unis sur 6 mois, on est déjà à peu près à 2%. Ce n'est pas du tout le cas en Europe. En Europe, on a eu 2 vagues d'inflation. Donc la première, Covid, la deuxième, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et le problème, c'est qu'en Europe, on a toujours les prix des biens qui continuent d'augmenter. On n'a pas rétabli de profitabilité pour les entreprises. Et on est très loin aussi d'avoir établi le pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, donc la BCE, je ne sais pas... tout à l'heure, dans même, une heure, 2 heures. L'idée de dire on va sauver les banques et donc on ne va pas augmenter les taux n'a absolument aucun sens. Parce que, en fait, la raison pour laquelle les courbes sont inversées, c'est parce qu'on a un système inflationniste et on a besoin d'un crédit de crunch. Donc, c'est voulu. Et donc, quelque part... On aimerait que ça se passe de manière ordonnée. Si vous voyez ce que je veux dire, Juliette, les banques centrales auraient aimé que le crédit crunch, que le resserrement du crédit se fasse de manière ordonnée pour tout le monde, sans passer par un épisode de crunch, où ça peut s'arrêter comme ça en quelques heures, quoi. Malheureusement, les marchés sont très schizophréniques et encore plus quand on a des niveaux d'incertitude. Pour moi, dans ma carrière, je pense que j'ai jamais vu autant d'incertitude, que ce soit macroéconomique ou même géopolitique. Et donc, on a vraiment des investisseurs qui courent après le dernier chiffre, la dernière nouvelle, et d'où la volatilité énorme et la difficulté pour les banques centrales de trouver le niveau de taux qui va permettre... bien sûr, de faire baisser l'inflation, de rééquilibrer l'offre et la demande. Donc vous dites, si la Fed est smart, et la Fed est smart par principe, mais vous dites il y a une porte de sortie assez... idéal d'une certaine manière pour Jérôme Powell, s'il est prêt à retourner sa veste, parce qu'encore une fois, comme le rappelait Jean-Jacques il y a une semaine, lui-même était en train de plaider pour la possibilité d'une réaccélération du rythme de hausse de taux, d'un taux terminal plus élevé, etc. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et entre-temps, vous dites, la BCE, elle va devoir ménager à la fois ses options pour continuer de lutter contre l'inflation. Moi, je ne vois pas de porte de sortie. Mais elle va devoir, on est encore en pleine tourmente bancaire, elle va devoir forcément s'exprimer sur le sujet et ne pas montrer trop d'indifférence non plus à la situation que peuvent connaître les banques européennes aujourd'hui. Je pense que c'est sauver les banques, mais pas sauver leur rentabilité. Ça, il faudra attendre un petit peu plus longtemps et je pense acheter à des niveaux encore plus bas. Concrètement, alors vous dites, vous avez préparé vos clients à l'idée d'un crash action, il faut aller chercher des devises refuges, le yen, le dollar. Concrètement, à quoi on s'expose là en termes de risque? Comment vous imaginez le développement de la séquence? Quels peuvent être le type d'événement le plus probable devant nous? Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en mode crash? Qu'est-ce qu'on attend du marché? C'est-à-dire qu'au départ, on a les actions qui sont... c'est la raison pour laquelle les États-Unis ne se sont pas écroulés. C'est qu'il y a beaucoup de secteurs croissance, donc qui sont supposément long duration. Et donc qui bénéficient de l'écrasement des taux obligataires de 100 points de base. Donc cette partie-là apporte un peu de résistance au marché. Mais pour moi, si on est à la fin du cycle et si les cycliques s'écroulent, je pense que c'est, comme on dit en anglais, dead cat bounce. C'est-à-dire que ça ne va pas tenir juste sur la base d'écroulement des taux obligataires, au moins pas au début, quoi. Donc il va falloir passer par un cycle de douleur un peu plus aigu que ce qu'on a vu pour le moment, quoi.
concrètement, alors je sais, hein, pas de boule de cristal, mais ça veut dire on imagine des indices majeurs qui vont revenir sur les plus bas qu'on a vus l'an dernier. C'est une idée qu'on peut avoir. Est-ce qu'on essaye de donner des objectifs ou à ce stade pas du tout, Juliette ? C'est difficile de donner des objectifs. J'ai plutôt tendance à penser que le marché du travail va tenir. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense plutôt à une récession qui sera de courte durée. Et je crois vraiment que l'inflation va s'écrouler. D'accord. Potentiellement, on peut avoir de la déflation cette année, notamment aux États-Unis. Donc, je pense que c'est du court terme et je reste assez. C'est pas une récession longue, dure, endogène. C'est pas un hard landing qui s'installerait. D'accord. Non. Oui. D'accord. Mais bon, après. Oui. Franchement, la stratégie chez JDI Research, c'est vraiment tous les jours et quasiment toutes les heures en ce moment de vraiment réévaluer ce qui se passe parce que tout est past dependent et voilà. Mais je pense que ce qui se passe là était écrit et que donc il faut s'attendre à ce que ça continue et qu'on ait passé le cycle de... C'est une accélération du scénario pour vous, en fait. Voilà. C'est ça. On vite, les marchés vont très vite. Hein. De toute façon, depuis 3 ans, je crois qu'on le voit tous. Exactement. Surtout quand il y a de l'incertitude et de la volatilité. Donc là, la donne a changé et les marchés ont déjà anticipé le endgame d'une certaine manière. Oui, enfin, je pense qu'on n'est pas du tout au endgame, mais non, mais c'est ce qu'on est en train de. Je pense que les marchés vont commencer à anticiper une récession pour la deuxième partie de 2023. Voilà, je pense que moi j'étais plutôt au départ sur début 2024 et je pense que si on a vraiment le credit crunch maintenant, je pense que c'est vraiment ce qui crée la récession dans la deuxième partie de l'année. Ben voilà, le temps s'est raccourci. On va conclure là-dessus pour cette intervention du 16 mars, 12h30, 13h. Oui, je date les choses, effectivement, parce que voilà, le monde change très vite en ce moment sur les marchés. Prochaine étape, la réunion de la Banque Centrale Européenne en début d'après-midi aujourd'hui. Et évidemment, nous en reparlons à 17h avec nos invités, notamment dans l'édition du soir de Smart Bourse. Merci à vous deux, Juliette Declercq, présidente fondatrice de JDI Research, et Jean-Jacques Oana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui étaient nos invités à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.